Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venu à ce webinaire. Euh, Vous avez un chat disponible pour poser des questions et pour faire des remarques. N'hésitez pas à me dire déjà si vous m'entendez bien ou si tout est OK pour vous. Vous devriez voir du coup ma caméra et un document aussi que je vais vous présenter. OK, super, ça a l'air de marcher. Alors on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et puis on commencera bientôt. OK, ça marche. Je vous propose de commencer. On a pas mal de sujets à voir aujourd'hui. Du coup, je vais commencer par une petite présentation. Euh, hop, qui suis-je? Du coup, je m'appelle Aldo Maldera, je suis consultant SEO. Ça fait 12 ans que je travaille dans le digital de manière générale. 7 ans que je me suis spécialisé dans le SEO, à la fois le SEO technique, le SEO contenu, donc rédactionnel, mais aussi le netlinking. Je fais aussi du pilotage de projets sur divers sujets et je travaille aussi sur d'autres leviers d'acquisition euh, que le SEO. Donc, ça peut être du SEA, donc du Google Ads, de l'emailing et du gros hacking. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, de l'e-commerce, de B2B, pour créer de la génération de leads, notamment. Donc voilà, je travaille du coup chez Calliope. Calliope, du coup, c'est une agence, une société pardon, du digital qui aide les entreprises dans leur transformation numérique. Le but, c'est de créer de la valeur justement avec une vision qui est très centrée sur le produit et sur les attentes utilisateurs. Pour ce faire, en fait, on mélange plusieurs domaines d'activité, plusieurs savoir-faire, des métiers qui sont liés au conseil, qui sont liés à l'expérience utilisateur, à la technologie. On travaille de méthode agile, donc effectivement en se focusant sur le produit, puisque c'est le produit qui va créer cette valeur. Et on travaille notamment dans différents domaines d'activité, le e-commerce, le cloud, l'IoT et le mobile. Je vous propose de commencer. Alors, pardon, oui, quelques clients aussi qui nous font confiance, notamment dans différents secteurs d'activité. On a un panel assez large. Ça peut être des clients dans le service public, des clients dans la santé ou l'industrie, ou encore l'hôtellerie. Je vous propose déjà de commencer par un petit sondage, histoire d'en connaître un peu plus sur vous. Euh, à votre avis, déjà, enfin, qu'est-ce que vous connaissez de Google SGE? L'idée, c'est de savoir un petit peu ce que vous venez aussi chercher aujourd'hui dans ce webinaire. Est-ce que c'est vraiment des informations très précises ou est-ce qu'on est sur une, une veille plutôt générale? Hop, pardon. Hop. Alors, j'ai dû lancer un sondage. Vous pouvez répondre à ce sondage normalement dans le chat. Et il sera ouvert quelques minutes pour que vous puissiez donner vos réponses. Ok, donc je vois déjà dans le chat que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout SGE. Ok, très bien. Hop, ben, je vous propose justement de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir plusieurs éléments. Ce sera réparti en deux grandes parties. La première partie, ça va être de connaître un peu mieux SGE. Qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça marche potentiellement? Et la deuxième partie, ce sera plutôt de voir quels sont les impacts sur le trafic de vos sites web et comment on peut s'adapter justement à cette nouveauté. On finira après sur une ouverture qui est un peu plus large, donc notamment sur les limites de SGE, mais aussi de l'intelligence artificielle dans le marketing digital.
Et bien sûr, à la fin, on aura quelques minutes pour vos questions, si vous en avez éventuellement. Alors, qu'est-ce que Google SGE? Alors déjà, SGE, ça signifie Search Generative Experience. Google cherche à offrir une nouvelle expérience lors des recherches des internautes. Comment ça va se présenter? Ça va être principalement fait avec un encart qui va se situer sur la page de résultats de Google. Donc, dans cet encart, Google va intégrer des réponses à vos requêtes qui seront générées par intelligence artificielle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google SGE, c'est actuellement en test, uniquement dans 120 pays et 7 langues. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible en France. Le test était ouvert sur la plateforme qu'on appelle Google Labs pour faire des tests sur les fonctionnalités de Google. Et depuis fin mars, dans certains pays, euh, le test se développe sur des gens qui ne sont pas forcément logués sur cette plateforme, justement pour que Google puisse voir un petit peu la réaction des gens et puisse voir un peu différents cas d'usage. Pour l'instant, en France, on n'a pas de date de sortie pour SGE. Donc voilà, pour l'instant, il faut bien garder en tête que c'est une phase d'expérimentation, c'est un test, et que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, potentiellement, dans 3 mois, aura déjà évolué. Donc voilà, l'idée, c'est de rester au courant de ce qui va se faire. Alors, pourquoi Google fait ça? En fait, Google, traditionnellement, son objectif, c'est de devenir un moteur de réponse. On considère Google comme un moteur de recherche, les SEO disent souvent que c'est un moteur de réponse. Ça fait longtemps que Google cherche à fournir la réponse la plus pertinente possible à l'internaute et lui donner la réponse la plus vite possible aussi sur sa page de résultats. Depuis 2012 maintenant, ou même depuis plusieurs années, Google a créé des fonctionnalités comme le Knowledge Graph, qu'on voit à droite, ou les Feature Snippets. Ce sont déjà des éléments qui vont donner des réponses à l'internaute directement sur la page de résultats Google sans qu'il ait cliqué sur un lien, sans qu'il ait visité un site. Ça permet déjà de gagner en rapidité dans la réponse et ça permet de satisfaire plus rapidement l'internaute. Le but aussi de SGE, c'est de proposer de nouveaux formats de réponse. On va pas trop s'attarder sur ça aujourd'hui, mais Google SGE peut générer des images, par exemple. Donc là, ce sera pas trop dans le cas de notre webinar. Mais voilà, l'idée, c'est que Google a besoin de fournir de plus en plus de données, de meilleures réponses et d'expériences agréables à l'utilisateur. Autre élément, c'est que Google va lutter contre la concurrence. Il y a plusieurs études et plusieurs prospectives qui montrent que la recherche sur Google a tendance, en tout cas, va potentiellement diminuer et notamment à cause de la démocratisation de l'IA, typiquement l'arrivée de ChatGPT par exemple, mais aussi l'arrivée de l'IA dans les outils métiers qui font que vous pouvez converser directement au sein d'un outil métier sans forcément devoir sortir de votre travail, faire une recherche sur Google pour apprendre quelque chose. Vous avez de l'information qui est beaucoup plus accessible en dehors de Google. Autre élément aussi qui va potentiellement faire perdre des parts de marché à Google, c'est les nouvelles générations qui utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour faire des recherches, notamment TikTok et Instagram. Et du coup, les recherches Google perdent en intérêt sur ces générations-là. Donc, pour lutter contre tout ça, Google a besoin de revoir un peu l'expérience de recherche et a besoin de fournir de meilleures choses aux, aux nouvelles générations. Alors concrètement, comment ça va marcher? En tout cas, comment ça marche actuellement en phase de test? Alors, Google SGE, alors déjà, il faut savoir que sur une étude qui a été réalisée par Autoritas, Google n'affiche pas SGE sur toutes les requêtes. Il y a en moyenne 86% des requêtes qui sont concernées. C'est déjà beaucoup quand on voit le nombre de volumes que ça représente, euh, mais tout n'est pas concerné. Euh, et quand SGE s'affiche, il s'affiche de différentes façons. Principalement, on va avoir un bouton générer qui va s'afficher sur votre résultat de recherche, en dessous de votre résultat de recherche. Ou alors, vous allez avoir un affichage qu'on appelle étendu, où là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Dans cet affichage étendu, on verra un petit peu le détail tout à l'heure. Vous allez avoir une définition des produits, des informations que vous cherchez. Et cet affichage étendu va faire descendre les résultats traditionnels, donc les fameux liens bleus qu'on trouve jusqu'à présent sur Google, ce qui peut potentiellement générer des problèmes de trafic pour les sites qui sont positionnés. On verra ça en détail aussi tout à l'heure. Du coup, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'affichage de SEO va être différent en fonction des intentions de recherche. Je vous ai mis des exemples d'intentions de recherche, pardon. Il y en a 4 principalement qu'on considère en marketing digital. Il y a les requêtes informationnelles, où l'internaute va chercher beaucoup d'informations, forcément. C'est des requêtes qui commencent souvent par combien, quand, comment.
Vous allez avoir des requêtes qu'on dit commerciales, quand on recherche des informations sur un produit. Donc, on va chercher par exemple le meilleur smartphone, la meilleure machine à laver, enfin des choses comme ça. Et ensuite, vous allez avoir des requêtes qu'on dit transactionnelles, c'est-à-dire que là, l'internaute a déjà fait un choix et il veut juste passer à l'achat. Donc, il va chercher potentiellement des meilleures conditions tarifaires, il va chercher des meilleures conditions de vente, à savoir une livraison rapide, des avantages de fidélité, des choses comme ça. Et enfin, les dernières, c'est des requêtes navigationnelles. Alors, ça, on les analyse pas souvent, mais c'est des requêtes qui vont permettre d'aller directement sur le site d'une marque, par exemple. Si je veux aller sur Facebook, souvent, depuis Google, je tape Facebook pour aller sur Facebook. Ça, c'est de la recherche navigationnelle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur principalement deux types de requêtes qui sont les plus tapées sur Google. C'est les requêtes informationnelles et commerciales. Donc, pour les requêtes informationnelles, quand on analyse une page de résultats classique, donc à gauche sans SEO, vous avez les liens bleus, quelques questions fréquemment posées de Google, et après un petit encart aussi, comme on a dit tout à l'heure, qui donne des informations complémentaires. Avec SGE, ben, toutes ces données-là vont descendre d'un cran puisqu'on aura un encart supplémentaire qui sera généré par de l'intelligence artificielle et qui va venir fournir justement ben, des informations en lien avec ce que vous avez recherché. Et le but, c'est de créer une conversation en fait entre Google et l'utilisateur. Vous allez voir en fait que typiquement hop, sur cet encart-là, vous avez une définition, donc avec un accès aux sources potentiellement que Google a utilisé. Vous avez à droite un carrousel avec trois petits, trois petites icônes pardon, qui sont visibles et vous pouvez faire défiler d'autres sources éventuellement. Et surtout, l'aspect conversationnel va se retrouver dans les boutons que vous avez en bas. Vous pouvez demander Ask a Follow-up, c'est-à-dire régénérer une question directement ici. Ou alors vous avez aussi des questions connexes, c'est-à-dire que Google a compris de quoi vous voulez parler à peu près. Il va vous proposer des questions un peu plus précises pour en savoir plus sur votre intention. Alors, sur le type de requête commerciale, donc là on parle de produit, quand on cherche des informations sur un produit, quand on veut acheter un produit, on a un petit peu la même présentation, sauf que en plus de la définition ou des avantages produits qu'on peut ajouter, que vous voyez en haut, en plus du carrousel qui est sur votre droite, vous allez avoir directement des accès à certains produits. C'est là, en fait, où Google SEO va proposer beaucoup de changements par rapport à la recherche classique. Vous avez aussi en dessous des questions relatives à vos produits, donc à la question que vous avez posée ou au produit que vous cherchez. Par exemple, là, je cherche un sac à dos. Google, dans la définition ou dans l'extrait de réponse qu'il propose, a déjà défini des critères de choix pour un sac à dos. Après, j'ai des articles qui conseillent comment acheter un bon sac à dos. Et après, j'ai une liste de produits. Alors, ce qu'on peut observer déjà au niveau des requêtes informationnelles, c'est que Google cherche à garder l'internaute sur sa page. Moi, je vous l'ai dit, c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années que Google développe des fonctionnalités dans ce sens. Mais là, vraiment, vous pouvez converser avec Google directement via le bouton Ask a Follow-up ou les questions complémentaires. Vous avez aussi un premier mélange ou un premier tri d'informations qui est fait pour que Google vous propose la meilleure réponse directement dans le texte qui est au tout début de l'encart. Euh, donc ça aussi, on va apprendre comment ça marche. Et pour les recherches commerciales, euh, on a vu que Google propose directement l'accès des fiches produits. En fait, ces fiches produits, le contenu est généré en utilisant le contenu de vos fiches produits des sites internet, le contenu des fiches produits aussi dans le Google Shopping gratuit et aussi des informations issues d'articles complémentaires que Google a agglomérés pour venir compléter cet encart-là. Ce qu'on remarque aussi, alors, c'est que potentiellement, les contenus qui sont positionnés sur des requêtes de longue traîne, donc pour information, des requêtes de longue traîne, c'est des requêtes qui contiennent beaucoup de mots. Par exemple, je cherche un sac à dos pour un enfant de 5 ans qui rentre en sixième, par exemple, ou en sixième ou 5 ans, c'est un peu tôt, mais l'idée, c'est de, voilà, plus vous avez une requête longue, plus vous avez une requête précise, plus vous avez de chances de convertir en termes de e-commerce. Et donc, du coup, avec SGE, Google va assimiler des requêtes de longue traîne avec des requêtes plus génériques. Potentiellement, vous risquez d'avoir un résultat qui sera similaire ou quasi identique si vous tapez sac à dos ou sac à dos pour un enfant de 5 ans. Donc, ça laisse aussi des opportunités et ça, on les verra tout à l'heure. Alors là, je vois une question. Oui, le replay sera disponible, du coup. Euh, hop.
Alors, concrètement, qu'est-ce que l'encart SEO va, donner comme impact, sur votre trafic? Alors, en fait, il y a plusieurs impacts. Alors déjà, on va commencer par les impacts qui potentiellement seraient négatifs, puisque les premières études sur la phase de test de SGE ont montré que, il va y avoir potentiellement une baisse de trafic entre 15 et 68, donc c'est une fourchette qui est assez large du coup. Voilà, c'était les premières études. Effectivement, pourquoi on aura une baisse de trafic potentiellement sur des sites qui sont déjà positionnés? C'est que l'encart de SEO va prendre de la place. Donc, les sites qui sont positionnés sont visuellement plus bas et moins intéressants pour l'internaute, donc moins cliqués. Donc forcément, si vous avez moins de clics depuis la page de résultats de Google, vous allez avoir moins de trafic. Donc ça, c'est le premier impact qui est le plus important au final, puisque en gros, les requêtes où SEO va s'afficher vont générer moins de trafic pour les sites qui sont positionnés. Le deuxième impact qui est intéressant également, c'est de voir que le trafic va changer de destination. Je m'explique, pardon. Là où avant vous aviez des pages catégories qui étaient positionnées, par exemple, je cherche des chaussures de sport. Je vais avoir la page catégorie chaussures de sport de Decathlon, la page catégorie de Go Sport, la page catégorie de plein d'autres sites. Mais ce sont des pages catégories. Donc, je vais arriver sur ces pages-là et je vais devoir faire moi-même le filtre, entre guillemets, en fonction de ce que je veux comme chaussure. Donc, Google envoyer les gens vers des pages catégories. Avec SEO, ce sera un petit peu différent, puisqu'en fait, Google va mettre en avant déjà des produits. Donc, le trafic sur les pages catégories va être absorbé, puisqu'on va arriver directement sur des fiches produits que Google aura mis en avant dans son encart. Donc voilà. Deuxième élément, c'est un transfert de trafic des pages catégories plutôt vers des pages produits. Autre impact possible, et là c'est un impact qui est potentiellement positif, c'est que dans ce fameux carrousel, vous allez avoir des sources Google que Google a utilisées pour générer justement ces réponses. Et en fait, si vous arrivez à apparaître sur ces sources-là, qui sont assez visibles, pour vous, c'est du trafic en plus. Donc on verra comment apparaître justement dans ces encarts-là. Et deuxièmement, c'est, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des mots-clés de longue traîne qui sont susceptibles d'apporter un peu plus de trafic. Puisque quand vous êtes dans une recherche conversationnelle avec des phrases plus longues, avec une intention de recherche qui est beaucoup plus détaillée, ben, vous allez apparaître potentiellement sur les encarts SEO. Donc, vos mots-clés de longue traîne, en tout cas, voilà, des mots-clés très précis, pourront entraîner potentiellement plus de trafic. Alors, autre sondage que j'avais préparé, il va y avoir beaucoup plus d'importance en termes de contenu sur le site web. Et l'intérêt, c'était de voir si vous, déjà, vous travaillez un petit peu les requêtes qui sont informationnelles pour pouvoir nourrir cette IA. Donc, je vous laisse répondre sur le chat. Ah, je vois que du coup, les gens ont déjà répondu. Alors, je vois que beaucoup de gens n'ont pas travaillé les requêtes informationnelles. OK. Alors, du coup, ça, c'est un premier frein, puisque Google a besoin de nourrir justement l'intelligence artificielle. Et c'est en travaillant les requêtes informationnelles, donc en travaillant les comment, les pourquoi, quand, et en donnant du contenu justement à l'internaute sur ces requêtes-là, que Google va vous favoriser, parce qu'il a besoin justement de ces informations-là pour vous positionner. Donc, déjà, ceux qui n'ont pas encore travaillé les requêtes informationnelles sur leur site, bah, commencez un petit peu à préparer le terrain. Et du coup, on va voir comment c'est possible. Alors, le premier élément, c'est que pour que Google utilise votre site dans ses sources et qu'il affiche justement ce que vous lui proposez, c'est qu'il faut faire preuve d'autorité et qu'il faut attirer la confiance aux yeux de Google. Hem, pour apparaître dans le fameux carrousel qu'on a vu en haut à droite, des sources et des articles qui potentiellement intéressent, l'internaute, il faut montrer à Google entre guillemets que votre site il est important. Comment on montre que son site il est important aux yeux de Google? Il y a plusieurs éléments. Déjà, il faut travailler ce qu'on appelle le netlinking ou les backlinks. C'est-à-dire qu'il faut que votre site reçoive des liens depuis d'autres sites pour montrer à Google qu'effectivement, quand il va crawler l'ensemble du web, votre site revient souvent sur les autres sites. Et donc, du coup, vous allez attirer la confiance de Google. Donc, pour ça, vous pouvez avoir plusieurs leviers. Vous pouvez faire des articles sponsorisés sur d'autres sites. Vous pouvez faire des échanges de liens avec des sites partenaires. Vous pouvez faire aussi de la relation presse digitale. Bah, il y a plein de techniques qui peuvent permettre d'obtenir des liens entrants, on appelle ça aussi des liens entrants vers votre site,
pour développer votre popularité. Le deuxième élément, pour attirer la confiance, Google a besoin de sources fiables. Donc, quand vous rédigez du contenu sur votre site, c'est important de mettre les sources que vous avez utilisées pour prouver à Google que vous êtes quelqu'un de sérieux et de fiable. Donc, n'hésitez pas à mettre des liens vers les sources, de citer des experts du domaine dans lequel vous travaillez, puisque ça va attirer la confiance aux yeux de Google. Troisième élément pour attirer la confiance et l'autorité, c'est de publier fréquemment sur son site. Alors, c'était déjà le cas avec la recherche traditionnelle de Google. Plus vous publiez fréquemment, plus les robots de Google vont passer sur votre site souvent. Et du coup, bah, vous allez montrer à Google que votre site est vivant, que vous avez de quoi dire sur le sujet que vous proposez. Et donc, nous, par exemple, chez Calliope, on a un blog, on travaille au moins un article par semaine. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, je suis expert sur un sujet, j'ai de quoi dire sur ce sujet, je peux apprendre des choses aux gens sur ce sujet. Donc j'ai publié fréquemment et ça permet d'être déjà de travailler son image de marque et aussi de plaire à Google. Dernier élément, ça va être le branding, donc l'image de marque. Il y a plein de signaux sur le web qui vont permettre à Google de savoir si votre marque elle est importante ou pas. Alors, ça peut être, comme on l'a dit déjà, le netlinking, mais ça peut être aussi travailler les réseaux sociaux. Alors, c'est pas un facteur de classement direct, mais c'est un facteur de branding que Google potentiellement peut analyser. Faire des relations presse digitales, faire du publi rédactionnel sur des sites partenaires. Je vous ai mis des exemples ici de posts que nous on fait sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où on est assez actif. Et pareil aussi, des exemples de publi rédactionnel, notamment un article qu'on a fait publier sur le journal du Net. N'hésitez pas aussi à prendre la parole sur des sources et sur des médias assez variés. J'entends par là, ça peut être des podcasts, ça peut être des interviews en vidéo, ça peut être, voilà, faites parler de vous dans votre secteur d'activité de manière globale. N'hésitez pas à créer des partenariats. Voilà. C'est important en fait que Google vous voit sur le web, parce que Google crawl tout le web, et plus il va vous voir sur le web, plus il va avoir confiance en vous, entre guillemets. Autre chose qu'on n'a pas abordé aussi, c'est les auteurs. Heu, Quand vous faites un article, pensez à mettre l'auteur de l'article, parce que plus un auteur est reconnu, plus un auteur est expert sur son sujet, plus ça va attirer la confiance. Pareil, nous aussi, sur nos articles de blog de Calliope, tous nos articles sont signés par l'expert qui l'a rédigé. Et vous avez une biographie à la fin de l'article qui explique, ben voilà, telle personne a tant d'années d'expérience, elle est spécialiste sur telle technologie ou sur tel métier. Et là, vous allez renforcer la confiance de Google. Hop, autre élément qui va être très important, et ça l'est déjà pour l'algorithme actuel de Google, c'est de donner de l'information pertinente. Quand je dis pertinente, c'est qu'il faut couvrir tous les aspects d'un sujet. Par exemple, je vous ai mis les requêtes qui concernent le mot-clé jumeaux numériques. Donc, c'est un extrait de SEMrush. Pour ceux qui l'utilisent, je pense qu'ils ont reconnu la capture écran. Si je dois parler demain des jumeaux numériques sur mon site web, puisque voilà, je travaille dans ce secteur, l'idée, ça va être d'aller chercher tous les mots-clés en rapport avec ce sujet et de traiter toutes les thématiques que les internautes peuvent rechercher. Là, on voit l'exemple, alors hormis les variations entre l'accent, le S et des choses comme ça, on voit beaucoup que jumeaux numériques est couplé à des mots-clés comme définition, il y a aussi def, définition, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur une requête vraiment informationnelle. Donc là, je vais devoir expliquer ce qu'est un jumeau numérique. Je vais devoir donner des exemples de jumeaux numériques, des applications possibles pour un jumeau numérique. Et deuxième élément aussi, on voit que des secteurs d'activité ressortent. On voit par exemple jumeau numérique bâtiment, jumeau numérique santé. Tout ça, en fait, c'est des applications possibles dans des secteurs d'activité. Et je vais devoir justement créer du contenu autour de ces secteurs d'activité pour expliquer en fait ce qu'est un jumeau numérique par secteur. Donc là, je sais qu'en analysant déjà les premières requêtes autour de ces thématiques-là, je vais devoir créer potentiellement plusieurs pages sur mon site web, plusieurs articles pour couvrir l'entièreté du sujet et du coup, bah, gagner en autorité et passer pour un expert aux yeux de Google. Alors, autre chose qui va être aussi très importante, Google a besoin d'informations fiables pour nourrir son IA. Donc, une information fiable, c'est une information qui est mise à jour. Il n'y a rien de pire que de tomber sur une information qui est obsolète sur le web. Je vous ai mis un exemple d'un article sur lequel je suis tombé en faisant des recherches, qui me parle de loi Pinel en 2002 alors qu'on est en 2024.
Voilà, il y a potentiellement beaucoup de choses qui ont pu changer sur le dispositif Pinel depuis 2022 et Google n'a pas intérêt à aller chercher des données qui sont obsolètes. Donc, c'est à vous de lui dire si un contenu pardon, est obsolète ou non. Donc, pour ça, déjà, gérez votre site web en repassant sur les anciennes pages. Si vous avez des pages qui sont obsolètes, vous pouvez soit les supprimer, soit les rediriger. Et vous avez aussi une option qui est un peu plus technique, mais c'est d'inclure une balise méta-robot qui dit à Google que ce contenu n'est plus disponible, n'est plus bon après telle date. Donc, c'est une balise méta-robot qui s'appelle Unavailable After, et ça permet à Google de ne plus tenir compte de cette page après une date que vous lui donnez. Et là, déjà, automatiquement, ça vous permet un petit peu d'écrémer les contenus qui sont potentiellement obsolètes sur votre site. Alors, toujours dans l'optique donner de l'information pertinente, on parle d'informations pertinentes lorsqu'elles sont le vécu. Bon, je mets entre guillemets, mais en fait, quand vous créez du contenu sur votre site web, il ne faut pas se contenter de répéter ce qu'ont fait d'autres sites. Il ne faut pas se contenter d'être trop généraliste. Par exemple, je vous ai pris un article qui parle de visiter Madrid, donc 3 jours à Madrid, et qui est plutôt bien positionné sur la requête visiter Madrid. Et en fait, on s'aperçoit que sur cet article, j'ai des éléments qui sont génériques, c'est-à-dire que j'ai les bâtiments principaux de Madrid, j'ai les choses à faire à Madrid, donc les bars les plus connus, les restaurants les plus connus. Mais à l'intérieur de cet article, j'ai aussi une expérience vécue par la blogueuse qui raconte son séjour en disant voilà, à tel jour, je suis allé sur ce bar parce que la vue est magnifique pour le coucher de soleil, parce que l'endroit est sympa. Enfin voilà, l'idée c'est de donner quelque chose qui sent le vécu, qui va montrer votre expertise, qui va montrer que vous êtes vraiment allé à Madrid ce jour-là et que vous avez vécu quelque chose d'unique. Et donc, en partageant cette expérience précise, vous allez montrer à Google que vous êtes un expert sur Madrid, puisque vous y êtes vraiment allé, vous connaissez exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire à Madrid. Alors, autre élément qui va être important aussi, et là on parle un peu plus de technique, c'est que sur votre page web, il faut bien structurer l'information. Vous avez des balises qui s'appellent les balises H, donc c'est des balises de titres et de sous-titres. Euh, Et ces balises-là, elles vont vous permettre d'indiquer à Google ce qui est important dans votre page. Typiquement, la balise H1, c'est la balise principale. Donc, c'est pour un article, c'est souvent le titre de l'article que vous allez avoir. Et après, les balises H2, H3, H4, ce sont des sous-titres qui vont vous permettre de hiérarchiser votre contenu. Là, je vous ai mis l'exemple d'un article sur les CMS headless qu'on a publié récemment sur le site de Calliope. Donc, on voit que le H1, c'est CMS headless, comprendre le concept et bien choisir. Parce qu'on est sur une requête qui est purement informationnelle. Donc, on va expliquer ce qu'est un CMS headless, comment on peut le choisir et quels sont voilà, les tenants et les aboutissants du CMS headless. Je vous ai mis aussi un extrait des titres et des sous-titres de la page. On voit bien que dans les H2 et les H3, le mot-clé se répète. On pose aussi des questions. C'est important d'avoir un langage qui est conversationnel sur vos pages, puisque l'IA va venir, entre guillemets, scraper les données et elle va voir que vous avez déjà un langage conversationnel. Ce sera plus facile pour l'IA de comprendre de quoi vous parlez quand vous avez un contenu qui est rédigé sous forme de questions-réponses. Ça lui permettra voilà, de générer ses réponses à elle plus facilement. Alors ensuite, en SEO, et ça c'est déjà vrai aussi pour l'algorithme actuel de Google, c'est important de compléter votre texte par d'autres types de contenus. Je vous ai repris l'exemple de l'article sur les CMS headless. On a mis des schémas, on a mis des photos pour que l'internaute puisse visualiser vraiment en quoi ça consiste un CMS headless, surtout que c'est un sujet qui est assez technique. Et l'idée, c'est que plus vous allez faciliter la compréhension de l'internaute avec des schémas, des photos, des vidéos, plus Google va apprécier ce que vous faites, parce que vous êtes dans une démarche vraiment d'apprentissage, d'information, et Google va vous donner des points pour figurer dans ses résultats de recherche. Dernier élément, on va parler de microdonnées. Alors, les microdonnées, ce sont des morceaux de code qu'on va ajouter sur votre page web. Et ces morceaux de code vont définir quel est le type de contenu de votre page. Donc, par exemple, vous avez des microdonnées concernant les articles de blog, des microdonnées qui concernent les recettes, des microdonnées qui concernent les produits, comme on verra tout à l'heure.
Et en fait, tout ça va vous permettre donner de l'information complémentaire à à votre page pour que Google puisse la crawler et puisse la ressortir. Alors, je vous ai mis un exemple de données structurées ici. Alors, c'est pas très lisible, je pense. Mais typiquement, pour l'article CMS-LS, on indique le titre de l'article, on indique qui est l'auteur, on indique la date de publication, la date de mise à jour. Et toutes ces informations-là vont venir nourrir l'algorithme de Google. Alors, pour les requêtes qui sont plus orientées produits et pour les requêtes qui sont plus commerciales, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une grande chance pour que le trafic qui était généré vers vers les pages catégories, pardon, de votre site soit réorienté vers les fiches produits. Euh, donc, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est optimiser vos fiches produits. En e-commerce, c'est hyper important d'avoir une fiche produit qui est claire, qui est détaillée. Donc, on va vraiment décrire en détail le produit avec les dimensions, les couleurs disponibles, euh, les domaines d'application possibles aussi. Idéalement, on va ajouter des photos et des vidéos. Alors, en faisant attention aussi au temps de chargement, on va pas mettre des photos qui font 10 MO pour limiter le chargement. Par contre, voilà, les vidéos et les photos en utilisation, en situation du produit, ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant pour Google et pour l'utilisateur. Donc, ça va vous permettre aussi d'améliorer vos positionnements. Comme pour les articles, la fiche produit, elle doit être bien structurée avec le balisage HTML. Donc, les H1, les H2, les H3. Faut qu'il soit optimisé avec des mots-clés, il faut qu'il soit bien structuré pour que Google comprenne plus facilement de quoi il s'agit. Ensuite, quelque chose qui se fait beaucoup en e-commerce, c'est ajouter des questions-réponses. Alors, vous avez plusieurs solutions pour ça. Soit vous décidez vous-même, parce que vous connaissez vos produits, vous savez ce que vous posent comme question les clients, donc vous pouvez vous-même rédiger des FAQ sur votre fiche produit. Là, je vous ai mis l'exemple du site The Fork. Quand on arrive sur la page restaurant à Paris, vous avez déjà plusieurs questions. Où bien manger à Paris? Quel est le meilleur restaurant japonais de Paris? Des choses comme ça. Tout ça, c'est des questions que potentiellement peuvent se poser les internautes et qui ont été reprises sur la page Restaurant Paris. Autre moyen aussi d'intégrer des questions-réponses, c'est de donner l'accès aux utilisateurs pour qu'ils puissent poser leurs questions. Typiquement, sur le site de Laurent Merlin, vous avez un bouton Poser une question. Et en posant votre question, d'autres utilisateurs vont venir répondre, ou potentiellement la marque Laurent Merlin aussi va venir répondre. Et tout ça, ça va déjà générer des questions-réponses donc hyper intéressantes pour Google. Et en plus, ça va proposer du contenu assez frais sur votre page, ce qui fait que voilà, votre page va être bien vue parce qu'elle sera riche en informations et elle sera mise à jour souvent avec les nouvelles questions-réponses automatiques des utilisateurs. Comme pour les articles et comme pour l'ensemble des pages, on va ajouter les microdonnées. Alors, les microdonnées, si ça ne vous parle pas, vous avez souvent des plugins, si vous utilisez WordPress ou d'autres CMS, qui vous permettent de générer ces microdonnées. Mais typiquement, sur les produits, c'est important d'ajouter le nombre d'avis, le prix, la note obtenue pour chacun des avis, la disponibilité du produit s'il est en stock, s'il est en rupture. Potentiellement, s'il y a une offre spéciale aussi, vous pouvez l'ajouter. Toutes ces données vont enrichir votre fiche produit et vont vous permettre d'être vraiment plus visible, d'être plus pertinente aux yeux de Google. Autre élément aussi, on a vu tout à l'heure que Google allait s'inspirer de ce qu'il trouve sur Google Shopping pour venir enrichir son encart produit. Donc c'est important d'utiliser le flux Google Shopping. Alors, Google Shopping, c'est un outil qui à la base vous permet de vendre des produits sur une plateforme publicitaire, mais il y a aussi une version gratuite. Donc n'hésitez pas à créer un flux produit pour la version gratuite de Google Shopping, puisque dans les titres et descriptions de ce flux produit, Google va venir chercher des informations. Et c'est grâce à ces informations-là que l'encart SEO sera nourri pour les produits. Donc ça aussi, c'est important de créer un flux produit donc sur Merchant Center de Google. Alors, on va arriver du coup à la fin de ce webinaire, surtout en réfléchissant aux limites de SGE. Euh, Pourquoi Google SEO a des limites et quelles sont-elles? Alors, il y en a une qui n'est pas forcément notée sur le slide. Déjà, c'est les ressources que demande SGE à Google. Pour générer ces réponses, Google a besoin de crawler énormément de sites web. C'est déjà le cas pour ces recherches aujourd'hui, pour ces résultats de recherche aujourd'hui. Et même déjà aujourd'hui, ceux qui font un peu de SEO ont vu que Google a potentiellement des problèmes d'indexation de temps en temps. On peut se poser la question avec SEO qui va demander beaucoup plus de ressources en termes de données. Est-ce que ça va être aussi évident
de pouvoir crawler l'ensemble du web et de refournir en fait des informations avec l'intelligence artificielle. Donc ça déjà, le niveau de ressources demandé, c'est assez important. Donc c'est une première limite. La deuxième limite, et c'est une limite que Google a admise plusieurs fois, c'est que potentiellement l'intelligence artificielle va donner des fausses réponses. Voilà. Et ça, Google en a conscience, Google travaille dessus. En gros, l'intelligence artificielle mélange des informations et elle peut mal interpréter certaines choses, elle peut faire des contresens. Donc ça, c'est aussi une des limites qu'on peut attribuer à l'IA de manière générale, un peu que pour Google. Deuxième élément, qui va concerner aussi le SEO, c'est quels sont les critères que Google va définir pour dire qu'une page est de qualité ou qu'un site est de qualité. On a vu tout à l'heure qu'il va se baser sur l'autorité du site à travers les backlinks, à travers le branding, à travers pas mal de choses. Et potentiellement, c'est des critères qui sont manipulables. Euh, le but du SEO, c'est de manipuler pardon, ces critères de toute façon pour être bien positionné. Donc, est-ce que moi, demain, en travaillant un site de la façon dont Google le souhaite, je ne peux pas faire passer n'importe quelle information au final parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais que je peux potentiellement manipuler cet algorithme. On a eu le cas déjà sur la recherche classique il y a quelques années où des sites anti-avortement s'étaient positionnés sur des requêtes. Et voilà, en termes d'éthique et en termes de voilà, d'humanisme, c'est pas non plus la chose la plus folle. Plus généralement, l'IA va aussi poser la question du renforcement des préjugés. Euh, En fait, l'IA se nourrit de ce que nous, on lui donne. Si l'être humain est rempli de préjugés, potentiellement, on peut fournir plein de préjugés aussi à l'IA. Il y a des études qui ont montré que quand on demandait à une intelligence artificielle de sortir une photo d'un homme productif, c'était un homme blanc en costume cravate avec un PC. Et c'est quelque chose qui est très, très biaisé. La question peut être beaucoup plus complexe que ça. Et justement, sur les sujets complexes, où il faut, ben, où tout ne se résume pas qu'en 4 lignes, c'est compliqué d'avoir une vraie réponse. Donc l'IA aussi a ce biais-là de vouloir tout synthétiser, alors qu'en fait, des sujets sont beaucoup plus complexes et nécessitent une vision beaucoup plus profonde des choses pour être exact. Et enfin, dernier élément, c'est les droits d'auteur. Que vont devenir en fait les contenus générés par l'IA? Est-ce que l'IA va pas absorber des choses qui sont potentiellement sous le droit d'auteur? Ça, c'est une question qui a souvent été évoquée par les spécialistes de l'IA. Donc voilà, ça nous permet, avec toutes ces limites, de se dire que voilà, pour l'instant, les yeux n'est pas forcément prêt. Comme je vous l'ai dit, c'est encore en test aux États-Unis, dans plusieurs pays. On n'a pas de date officielle en France. Et je pense que voilà, pour l'instant, Google est encore en train de lutter avec ces différentes limites, ces différents problèmes. Donc voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour se préparer. Et effectivement, c'est important de se préparer dès maintenant sur les différents éléments qu'on a pu voir aujourd'hui. Euh, on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Je vous propose de prendre quelques minutes. Il va nous rester, je crois, 5-6 minutes pour vos questions-réponses. Hop, je vous remercie déjà pour votre attention. Vous avez mes coordonnées sur cette slide et le replay sera disponible aussi d'ici quelques jours, je pense, sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors, j'ai déjà quelques questions qui sont tombées. Alors, quelles sont les sources des informations générées sur Azure? Alors ça, c'est une bonne question. Google va prendre les informations qui pensent être le plus intéressantes. Donc, notamment, si votre site est expert sur un sujet, si votre site ressort souvent sur des questions posées par les utilisateurs, grosso modo, il y a fort à parier que les sites qui vont être le plus souvent utilisés, ce seront des sites qui ont une forte autorité ou qui ont une forte expertise. Donc voilà, s'il y a un sujet de niche, si vous vendez des sacs à dos, vous êtes expert en sacs à dos, vous avez de grandes chances que Google vous considère comme une source fiable. Donc voilà, en gros, ça va se jouer sur 2 critères, l'autorité et l'expertise. Alors, le B2B dans tout ça. Alors, le B2B, ça va être à peu près pareil, sauf que pour la plupart des requêtes de B2B, on va être sur de l'informationnel, pas forcément des requêtes produits. Euh, donc, pour les requêtes concernant le B2B, on va surtout être dans le cas des requêtes informationnelles, où le but, justement, en B2B, ça va être de défendre votre marque en B2B, travailler beaucoup votre branding. Souvent, le temps de décision pour passer à l'achat en B2B est un peu plus long.
Donc pensez à travailler votre branding, pensez à travailler votre expertise surtout sur le sujet, sur le sujet que vous travaillez. Alors, pour les auteurs, un simple texte suffit ou faut-il mettre une balise spécifique? Alors, vous pouvez mettre un simple texte à la fin de l'article, mais je vous conseille aussi d'utiliser les données structurées. Dans l'exemple que j'avais montré tout à l'heure pour l'article de Calliope, on a une balise auteur pour l'article. Ça permet d'identifier l'auteur de l'article pour le moteur de recherche. Alors, on nous parle beaucoup de rédaction à travailler avec l'aide de l'IA. Cela implique donc un genre de réécriture de contenu. Oui, effectivement, en fait, quand vous travaillez avec, par exemple, ChatGPT, n'utilisez jamais le texte tel quel sur vos contenus pour le web. Je vous conseille vraiment de retravailler vos contenus en ajoutant justement cette dimension de vécu. Euh, Faire ce que vous faites avec de l'IA, tout le monde peut le faire, grosso modo. Si on pose les bonnes questions à ChatGPT, on peut tous avoir quasiment la même réponse. L'idée, c'est de générer vos textes avec ChatGPT, déjà de bien le driver au niveau du prompt, avoir un prompt très précis en lui disant ce que vous voulez dans votre article, en faisant un petit plan de l'article, par exemple. Et après, quand ChatGPT vous a fourni le texte, complétez-le avec des informations sur vos produits, complétez-le avec des informations que vous connaissez en plus. C'est là où vous allez montrer votre expertise et complétez-le aussi avec des éléments, on va dire autres que du texte, donc des photos, des infographies, des vidéos, tout ce qui peut être un peu plus dynamique que simplement du texte. Alors, qu'en est-il des sources d'informations? En tant que rédacteur, faut-il les révéler pour donner confiance aux utilisateurs? Oui, oui. Moi, je vous conseille toujours de révéler les sources quand vous rédigez un article. Alors, ça peut être soit noter le nom de la source, mais ça peut être aussi faire un lien directement vers l'article que vous avez lu ou que vous avez utilisé pour votre contenu. Notamment, c'est souvent le cas quand on fait de la veille et qu'on reprend un petit peu des idées d'articles en anglais ou des choses comme ça pour créer du contenu en français. C'est toujours important de noter la source, déjà pour l'utilisateur, ça facilite aussi sa compréhension du sujet, ça facilite aussi sa propre recherche, mais surtout pour Google, ça montre deux choses, que vous ne volez pas du contenu ailleurs, vous vous en inspirez pour créer quelque chose de nouveau, parce que vous êtes censé le compléter quand même, et ça permet de renforcer votre autorité puisque vous faites des liens externes vers ce qu'on appelle des pages d'autorité, donc on appelle ça des liens d'autorité en SEO. C'est toujours bien d'en faire quelques-uns sur vos articles. Alors, quand la SGE sera définitivement déployée, et bien ça, on ne le sait pas. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie officielle. Pour l'instant, SGE n'est même pas possible en France, entre guillemets. Il faut vraiment avoir un compte Google américain, par exemple, pour s'inscrire au test. Donc en France, la date de sortie, et c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup de limites que Google doit passer. Alors, faut-il multiplier la création de landing page sur les mots-clés spécifiques afin d'être présent sur toutes les requêtes possibles? Oui, c'est toujours bien, comme je vous l'ai dit, avec l'exemple des jumeaux numériques, de se dire, voilà, je vais traiter un mot-clé sur une page. Donc, je vais avoir un mot-clé, par exemple, si je veux traiter les jumeaux numériques, je vais faire un article assez généraliste sur les mots-clés sur le mot-clé jumeaux numériques en ajoutant des définitions, des cas d'application possibles, des choses comme ça. Et après, je vais aller créer d'autres pages pour travailler plutôt des verticales. Ça va être par exemple le bâtiment, la santé, l'énergie, des choses comme ça. Donc oui, plus vous allez créer des pages, entre guillemets, des pages pertinentes, ne créez pas des pages juste pour créer des pages, mais plus vous allez augmenter votre volume de pages sur un sujet, plus vous allez avoir de la chance d'être positionné sur Google. Alors, j'ai entendu dire que certains secteurs d'activité type assurance n'allaient pas être impactés par la SGE. Alors, en fait, on ne sait pas encore si effectivement elles seront impactées ou pas, enfin, ces secteurs d'activité. Tout simplement parce qu'effectivement, Google donne une attention particulière à certains types de pages. Alors, on appelle ça les Your Money, Your Life, c'est-à-dire toutes les pages du web qui donnent vraiment des informations très importantes sur la vie d'une personne. Ça peut être les assurances, ça peut être les banques, ça peut être la santé. Euh, Google les traite un peu différemment parce que ce sont des sujets un peu plus sensibles. Donc actuellement, on ne sait pas trop comment Google va traiter ça avec SEO. C'est déjà un cas à part sur la recherche classique. Et on ne sait pas trop comment il va traiter ces thématiques-là. Donc,
pour l'instant, il y a moyen qu'ils ne les traitent pas vraiment avec SEO. Alors, quelle version utiliser de ChatGPT ou un autre outil, sachant que chaque update de ChatGPT a des limites sur l'historique des données? Alors moi j'utilise ChatGPT, 3.5, plutôt classique. Après si vous voulez vraiment un outil de rédaction plus orienté web, et SEO, vous avez aussi un outil qui s'appelle, Writesonic, qui vous permet de générer du texte, un peu plus optimisé SEO. Heu, voilà, c'est les 2 outils que j'utilise le plus et après encore une fois, complétez à chaque fois les textes qui vous sont formulés par ces outils. Parce que c'est vraiment, l'expertise et le vécu qui vont faire que vous allez vous positionner sur Google. Alors, les risques de l'IA, ben, on les a un petit peu évoqués tout à l'heure. Effectivement, les mauvaises intentions. Comme je vous l'ai dit, l'IA, ça reste un algorithme. Heu, Comme l'algorithme de Google qu'on peut déjà biaiser avec quelques techniques, l'IA, on pourra aussi le biaiser potentiellement. Et c'est sur ça que travaille justement Google, c'est sur se prévenir un petit peu des mauvaises intentions, se prévenir des erreurs possibles, ne serait-ce que par l'IA elle-même, qui n'est pas forcément capable de toujours bien comprendre ce qu'on lui dit et de toujours donner une réponse juste. Donc effectivement, oui, il y a un risque de mauvaises intentions. Hop. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. On arrive du coup dans les 45 minutes qui étaient prévues. Mais je vous remercie de votre attention. Le replay sera disponible d'ici quelques jours. Vous pouvez aussi me contacter à l'adresse qui est sur le slide si vous avez des questions plus précises. Ce sera un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous souhaite du coup une bonne journée et un bon appétit. À bientôt.